l'histoire militaire mondiale, il n'y a jamais eu une frappe d'une telle intensité, d'une telle efficacité. On parle d'un pays immense de 90 millions d'habitants, avec des forces armées ultra équipées et entraînées, qui, en 2 semaines et quelques, ont été pratiquement anéanties. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hirouchalmi. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais que l'on essaye de faire un point sur ce qui se passe actuellement, les derniers développements et les dernières informations qui peuvent paraître parfois contradictoires. Où on se situe au niveau de la confrontation? Est-ce que l'on approche de la fin de la guerre? Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, pour ne parler que de l'Iran, on va parler aussi du Hezbollah, mais pour ne parler que de l'Iran, qu'il y a peut-être des brèches qui sont en train de se former, on va dire, au sein de, on va dire, des dirigeants du régime iranien, et que cela pourrait s'élargir et peut-être marquer le début de la fin? Alors on assiste d'abord à une vague de désertion parmi les rangs des gardiens de la Révolution et des Bassidji, un début de débandade, mais plutôt au niveau des officiers juniors et des troupes. Au niveau des officiers supérieurs, pas encore de désertion. Par contre, au niveau de l'armée régulière iranienne, des candidats possibles se présentent pour assurer un gouvernement de transition si le régime tombe. Et donc ici, une brèche très très ouverte entre l'armée régulière iranienne et les gardiens de la Révolution. Ça veut dire que c'est important quand même, les échelons inférieurs, que ce soit au sein des gardiens de la Révolution ou au sein des Bassidji, parce que ce sont ceux qui risquent d'être confrontés à la population. Si les opposants iraniens descendent dans les rues, ils auront face à eux justement ces officiers subalternes, on va dire. Oui, alors ils en auront moins. Donc désertion quand même importante, et plus ça va et plus les rats abandonneront le navire. Il faut que cette impression d'affaiblissement du régime s'amplifie de jour en jour. C'est le cas sur le plan militaire en tous les cas, pas encore tout à fait sur le plan politique, mais il y a une atmosphère très propice donc à la débandade qui va affaiblir quand même le système répressif contre les émeutiers. Si la population se soulève, on a quand même détruit des dizaines, voire des centaines de commissariats de police, d'entrepôts d'équipements des Bassidji et de la police répressive. Donc tout de même, il y a une plus grande facilité si le peuple iranien prend l'initiative de se déplacer, d'investir des édifices du gouvernement. Tout cela va devenir possible. Alors je pense que le feu vert, le ministre de la Défense Israël Katz a déjà envoyé un message au peuple iranien en leur disant c'est le moment de descendre dans la rue. Je pense que c'est peut-être un peu prématuré, il y a encore un peu de travail à faire, mais dans les jours qui viennent, il va falloir que ce peuple iranien descende dans la rue, sinon le régime ne tombera pas. Alors, vous ne partagez pas, on va dire, le sentiment d'incertitude, peut-être parfois même de pessimisme. En hébreu, on dit dichdouche, c'est-à-dire on a le sentiment de faire du surplace dans cette guerre. Vous pensez qu'effectivement, ça progresse comme c'était prévu, on va dire, par les Américains et par les Israéliens? Ça progresse mieux que c'était prévu. Dans l'histoire militaire mondiale, il n'y a jamais eu une frappe d'une telle intensité, d'une telle efficacité. On parle d'un pays immense de 90 millions d'habitants, avec des forces armées ultra équipées et entraînées, qui, en 2 semaines et quelques, ont été pratiquement anéantis. On est à plus de 80% de la destruction de la puissance militaire iranienne. La puissance de nuisance demeure, car il restera toujours quelques munitions à tirer, donc quelques missiles qui seront tirés vers les pays arabes ou vers Israël, mais dans l'ensemble, c'est une opération que doit être marquée non pas d'un succès, mais d'un triomphe militaire. Évidemment, ce triomphe militaire ne servira pas à grand-chose si le régime, au bout du compte, reste en place.
Qu'est-ce que vous pensez, bien qu'il soit difficile toujours de prévoir ce que va faire Donald Trump, qu'est-ce que vous pensez des développements dans le détroit d'Ormuz? Est-ce que vous pensez que on va dire une cause, ça peut être une cause de l'arrêt des conflits par les Américains, c'est-à-dire d'une décision, on va dire, unilatérale de la part des États-Unis de dire, on risque, pour éviter, on va dire, un embrasement des prix du pétrole, eh bien Donald Trump pourrait mettre fin à la guerre peut-être prématurément? Alors, on a dit ça à plusieurs reprises, pour des raisons politiques, pour des raisons financières, boursières, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'à la veille de l'attaque américaine contre l'Iran, on n'a vraiment pas cru que Donald Trump aurait le cran de lancer cette offensive, et que justement il prendrait en considération tous ces obstacles politiques et financiers. Or, regardez, il a mené l'opération, et à mon avis, il va continuer à la mener, parce que arrêter maintenant, ça serait avoir fait tout ça pour rien. Et donc, je pense qu'il va encore continuer. Mais évidemment, Donald Trump étant Donald Trump, il peut changer d'avis rapidement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement israélien a déjà demandé le feu vert de continuer seul si jamais les Américains s'arrêtaient. Que nous ne serions pas bloqués dans notre mission d'anéantir la menace iranienne. Et vous pensez que les Américains donneront leur feu vert? Il semblerait que oui, mais il n'y a pas véritablement de réponse claire. Là aussi, Donald Trump étant Donald Trump, il va falloir attendre de quelle humeur il se trouve pour donner sa réponse. Une question vraiment importante, parce qu'on se la pose. Est-ce qu'il y a un moyen de neutraliser totalement, définitivement, les 400 kg d'uranium enrichi que détiennent les Iraniens, quelque part peut-être en dessous de Fordow? Mais ils sont déjà neutralisés justement parce qu'ils sont en dessous de Fordow, oui, et qu'on ne peut pas les déplacer. Donc le mieux serait de mettre la main dessus, bien sûr. La Russie s'est même proposée pour les entreposer chez eux. L'idéal, ça serait, mais pour cela il faudra envoyer des forces spéciales, investir cette centrale nucléaire pour s'en emparer. C'est une opération de commando qui est jouable, mais pour l'instant cet uranium ne représente pas un danger présent et immédiat. Il doit être encore, comment dirais-je, manipulé pour devenir une bombe atomique, et on peut faire avec ça une dizaine de bombes atomiques, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a quand même au moins quelques semaines de manipulation de cet uranium pour en faire une bombe atomique. Or, on sait que les Iraniens n'ont pas encore tout à fait maîtrisé la technologie qui pourrait faire de cet uranium un explosif sur une ogive de missiles balistiques. Alors, on va passer au front du Hezbollah, du Liban. Est-ce que on s'achemine, à votre avis, Raphaël, irrémédiablement vers une opération militaire terrestre des forces israéliennes, même massive, à l'intérieur on va dire, de ce qui pourrait être une sorte de zone de sécurité, c'est-à-dire le sud Liban, jusqu'en dessus du Litani? Fort probablement, on ne voit pas très bien comment on peut arrêter cette menace du Hezbollah, qui paraît beaucoup plus compliquée en fin de compte que l'immense puissance militaire iranienne. C'est un peu l'histoire du Hamas. On est là face à une guérilla urbaine, face à une faction terroriste qui va demander de prendre beaucoup de risques, justement par une entrée terrestre des forces de Tsahal. C'est extrêmement dangereux. Ce n'est jamais que le énième round de Tsahal contre le Hezbollah, surtout depuis l'évacuation du Sud-Liban par les troupes israéliennes. Et c'était une erreur à la base, de même que évacuer Gaza a été une erreur. Et donc il faut revenir une fois de plus à la tâche, avec des risques énormes pour nos troupes. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Qui sont les forces qui se trouvent dans cette zone, c'est-à-dire au-dessus de la frontière israélo-libanaise et en deçà du Litani? Est-ce qu'il y a véritablement des forces du Hezbollah qui sont organisées, structurées? Absolument, dont la force Radouane, qui a reçu l'ordre ferme de ne pas reculer vers le nord, et au contraire de tenter
une infiltration à l'intérieur du territoire israélien et de perpétrer, même si possible, un second 7 octobre. Donc la force Radouane est là. Il y a une partie de Hezbollah qui s'est retirée, qui s'est repliée, mais c'est un repli stratégique. C'est pas un abandon du sud du Liban. Et donc la menace demeure. C'est une menace de toute façon à laquelle on n'aurait jamais dû faire face, comme on n'aurait jamais dû faire face à la menace du Hamas si certains gouvernements successifs israéliens avaient pris leurs responsabilités il y a 20 ans et il y a 10 ans. Ça n'a pas cessé de réclamer... Oui, mais concrètement, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il est possible, avant une pénétration de forces terrestres dans cette zone, est-ce que, par exemple, l'armée, l'artillerie va tout faire pour neutraliser au maximum, pour frapper? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a actuellement des frappes, et puis il y a des informations, confirmez-moi ou non, qu'il y a des forces terrestres israéliennes qui sont déjà sur le terrain au sud Liban. Absolument, ils sont déjà sur le terrain et beaucoup de réservistes ont été appelés et la brigade Golani est montée de Gaza vers le sud Liban. Donc il y a un déploiement terrestre déjà, mais qui n'est pas très profond. On essaye pour l'instant de se contenter d'une bande de 7 à 10 kilomètres qui correspond à la portée des missiles anti-chars dont le Hezbollah aime bien se servir pour menacer les villages du nord d'Israël. Donc une zone tampon de 7 à 10 kilomètres, pour l'instant, on ne voit pas une poussée plus loin, plus vers le nord, pour l'instant. Je pense qu'il y a encore une possibilité de désescalade et de certains mouvements du gouvernement libanais à l'égard de Hezbollah. Donc on n'est pas encore dans la grande offensive, mais elle est préparée. Comme je l'ai dit, des milliers de réservistes sont déjà prêts à intervenir. Et on peut supposer qu'elle sera précédée de frappes aériennes, de frappes de l'artillerie pour on va dire, tenter de neutraliser, on va dire, les nids de terroristes dans cette zone? Normalement, l'armée de l'air et l'artillerie doivent faire le travail principal, tout détruire le plus possible sans avancer de l'infanterie. L'infanterie, moi je dis toujours, l'armée de l'air et l'artillerie doivent passer l'aspirateur et l'infanterie passer le plumeau, c'est-à-dire une fois que tout a été véritablement ratissé, détruit, venir faire le nettoyage ultime, ne jamais aller trop tôt à l'intérieur. Tout le monde sait à quel point c'est dangereux, tout est piégé. Ouvrir une porte, une fenêtre d'une maison peut être dangereux. Ça va nous prendre combien de temps, ce front libanais, à votre avis ? Si on veut atteindre l'objectif qu'on n'a jamais encore atteint, c'est-à-dire d'anéantir la puissance militaire de Hezbollah, c'est plusieurs semaines, voire des mois de combat. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, merci beaucoup de nous avoir donné votre appréciation de la situation à la fois sur le front iranien et sur le front du Hezbollah au Liban. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Raphaël. À bientôt. À bientôt.